Bonjour à tous, j'espère qu'il vous reste un peu d'énergie pour AngularJS. Je vais commencer par me présenter, donc Thierry Lo. Je suis développeur front-end chez Star, donc qui est un des sponsors de la JUG. Et moi je viens de Paris en fait, Star Paris. Est-ce qu'il y en a qui ont des comptes Google+. Donc en fait j'anime une page HTML5 CSS3 et une communauté dédiée à HTML5 CSS3. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent. Super. En fait c'est une page où je partage beaucoup de choses sur tout ce qui est technologie du front-end. Je vous invite à rejoindre cette communauté pour partager des choses. Et je suis particulièrement fan d'AngularJS. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà développé avec AngularJS? J'ai fait de la pratique. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais fait? Qui ne connaît pas du tout? D'autres questions? Est-ce qu'il y a des développeurs Java? Développeurs JavaScript, développeurs front-end? Est-ce qu'il y a des non-développeurs? Des décideurs, des... Donc, AngularJS, c'est un framework JavaScript qui a été sort des usines Google, qui sert à développer des applications web modernes. Donc, pourquoi je dis moderne? Donc, si on prend le workflow d'une application web typique, on a des données qui viennent d'un serveur, qui donne un modèle qui est mal accès avec un template HTML, qui donne finalement la page HTML finale, qui va être renvoyée côté browser du coup. Et en associant un peu de JavaScript pour la logique, on va pouvoir interagir avec l'utilisateur. Donc avant, et même aujourd'hui, toute cette partie-là se faisait côté serveur. Tout ce qui est templating, tout ce qui est gestion de la navigation, etc. Après, il y a eu l'arrivée d'Ajax, de jQuery, qui permet d'avoir des interfaces plus dynamiques, d'aller rechercher juste la donnée côté serveur et de faire le templating côté client. Et aujourd'hui ou dans le futur, on va avoir des applications JavaScript basées sur HTML5 qui peuvent être complètement autonomes, qui n'ont pas besoin de serveur, même si ce n'est pas le cas, on a toujours besoin d'un serveur pour exposer des données. Et on voit bien que le client-side prend de plus en plus d'importance. Donc, dans le futur, même aujourd'hui, ce qu'il faut connaître pour faire des applications web, c'est bien sûr HTML5, obligatoirement, CSS3 un petit peu, même si on n'est pas designer, il faut connaître un petit peu, et surtout JavaScript. Donc, il y en a parmi vous qui feront peut-être cette tête-là. Moi, pas très enthousiaste. Ou alors, moi, coder en JavaScript, jamais de la vie. Je peux comprendre cette réticence. Pour faire quelque chose de simple comme ça, vouloir afficher ce que je tape ici, qu'est-ce que ça donne en code JavaScript? Ça donne tout ça en fait. Donc il y a beaucoup de considérations techniques à prendre en compte, c'est-à-dire attendre que ma page web se charge avec un Windows Download. Et ça c'est le texte que je veux mettre. Là, dans une première étape, il faut que j'aille targeter les éléments du DOM pour récupérer ces éléments-là. Et ensuite, je vais aller lui mettre la valeur de nom. En prenant en compte, bien sûr, les incompatibilités navigateur, notre cher IDE. Et en bas ici, on doit rattacher un événement à input pour dire quand j'enlève le doigt, et ben, je vais mettre à jour la nouvelle valeur. Donc j'ai dit tout ça pour ce que je viens de vous démontrer. Alors heureusement que jQuery est arrivé, ce qui permet de beaucoup simplifier le code, surtout en termes de compatibilité navigateur. Donc avec juste ça, ça assure une compatibilité multinavigateur. On n'a plus de considération de ce genre à prendre en compte. Mais on a quand même cette phase d'initialisation, d'aller targeter le DOM,
de mettre à jour la valeur et de setter les éléments, même s'il y a beaucoup moins de code. Même avec jQuery, on n'a pas les moyens de structurer nos applications JavaScript. Il n'y a pas moyen d'avoir du code propre maintenable sur le long terme. On peut rapidement avoir du spaghetti code, surtout quand c'est des développeurs novices qui développent. Et donc, ce dont on attend d'un framework JavaScript tel que AngularJS, c'est du don't repeat yourself, c'est-à-dire réduire un max tout ce qui est code de plomberie pour faire les choses. La structure, pouvoir vous guider dans les développements, pour un peu structurer vos applications et les rendre plus maintenables, et rendre vos applications testables. Donc tout ça, AngularJS va y répondre, et comme dit son créateur Misko Edry, AngularJS est ce que le navigateur web aurait dû être s'il avait été conçu pour des applications web. Donc pour démontrer un peu cette citation, le déroulement, c'est que je vais partir d'une simple page statique HTML, deux pages en fait, parce que j'ai deux menus, j'ai une liste et une page d'accueil, et je vais la transformer en application web moderne, en live coding. Ok. Non, c'est pas ça. Non. Hop, voilà. Donc là, je récapitule ce que je dis, c'est qu'on a côté JavaScript le modèle, c'est-à-dire les données qui proviennent du backend, et de l'autre côté le DOM, c'est-à-dire la page qui va s'afficher dans le navigateur. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut aller targeter le DOM et mettre à jour. Il faut aussi écouter les éléments du DOM pour pouvoir ensuite, quand il y avait un élément, le catcher et mettre à jour les données. Donc, c'est beaucoup de code à écrire. Et surtout, le point d'interrogation ici, c'est qu'on a notre donnée qui est dans deux endroits différents. À un moment, elle est affichée dans le DOM, c'est-à-dire la valeur, et d'un autre côté, elle est dans le code de JavaScript. Du coup, on ne sait pas... on doit gérer deux endroits, et on ne sait pas quelle valeur est la plus à jour, et il faut mettre à jour d'un autre côté, etc. Bon, bref. Ce que va apporter AngularJS, c'est du data binding bidirectionnel, c'est-à-dire que tout ce système de mise à jour va être fait automatiquement. C'est-à-dire dès que le modèle va être mis à jour, le DOM va être mis à jour en conséquent, et vice-versa. Et qu'est-ce qui va commencer où est-ce qu'on trouve ces données-là? En fait, les données se trouvent à un seul endroit. Il n'est pas à deux endroits. Il est dans ce qu'on appelle un scope, un objet scope. On va voir tout de suite. Donc moi j'ai un backend en Node.js. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie des fichiers statiques. Donc là, j'ai mon répertoire app avec CSS, image, JavaScript et mes deux fichiers index.html. Donc ça, c'est pour ma page d'accueil ici. Donc bonjour, etc. Donc ça, j'ai une partie header qui est cette barre en haut, et ça, c'est la partie centrale. Donc ce que l'on veut, c'est ne pas mettre Cyrilo en dur en HTML, et plutôt dire je vais afficher un attribut, je vais afficher une variable name ici. Je vais rajouter un input, petit texte. Et je dis, ce que je vais saisir dans ce input, je vais le mettre dans un modèle qui s'appellera name. Et du coup ici, c'est peut-être pas assez grand. Du coup là je dis, j'ai un modèle ici, qui s'appelle name, et ici je vais afficher sa valeur ici. Et rien de plus. Il faut quand même que j'importe le fichier, la librairie JavaScript, la librairie AngularJS. Et quand on importe cette librairie JavaScript AngularJS, la première chose qu'il va faire, c'est rechercher un attribut spécial, qui est ngapp. En mettant ngapp là où vous le voulez, en fait, vous initialisez l'application et vous dites où est-ce que Angular va être actif.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre ici, ou peu importe. Vous pouvez cibler là où Angular va être actif. Donc là, je vais rendre actif AngularJS sur toute ma page. Et en juste ça, je vais accomplir ceci. Voilà. Donc de manière déclarative, pas de code JavaScript. Alors là, il y a un problème, c'est que j'ai une variable name. Mais si ailleurs dans ma page, imaginons ici, dans le nom de l'application, je peux très bien avoir une variable name ici. Et du coup, ça va pas. Donc AngularJS va nous donner un moyen de définir des scopes. C'est-à-dire que la variable name ici, je vais pouvoir l'encapsuler dans cette partie de la page HTML. Et pour ça, en fait, on va utiliser un attribut ngController en lui donnant un nom arbitraire. Et du coup, là, je dis, j'affecte à cette section-là un contrôleur où je vais définir toute la logique. Et donc, ici, je vais faire pareil. ngController. Et je vais donner un nom comme header controller, par exemple. Donc, ici, on a défini deux contrôleurs, deux parties qui, du coup, ne vont pas interagir, ne vont pas se marcher sur les pieds. Voilà. Et en termes de bonne pratique, même si mettre ngapp ça suffit pour bootstrapper AngularJS, il faut lui donner un nom d'application. En fait, c'est le nom de votre module. À une application correspond à un module. Donc là, je vais créer mon module. Donc j'ai besoin de créer un fichier JavaScript. app.js. Et pour créer un module, c'est une seule ligne. Donc on utilise AngularJS, .module. En premier paramètre, le nom de notre module. En deuxième paramètre, c'est la liste des dépendances. Si vous avez besoin d'autres modules, vous pouvez le mettre ici. Et attention, le nom que vous mettez là doit être identique à ce que vous avez mis ici. Donc là, on vient de créer un module en AngularJS. Et pour définir toute la logique, ça se passe côté JavaScript. Donc je vais créer un autre fichier JavaScript qu'on va appeler contrôleur. Donc là, en fait, je crée un fichier où je vais mettre tous mes contrôleurs associés à mon application. Et donc là, j'ai créé une variable que je vais réutiliser pour créer un contrôleur. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de notre contrôleur. Et mon deuxième paramètre, c'est une fonction anonyme où on va définir le comportement. Donc là, du coup, j'ai côté JavaScript onController, ce que je veux, c'est initialiser ma variable name, par exemple. Sauf qu'en faisant ça, ça ne va pas marcher. Puisqu'en fait, il manque un objet qui va faire le lien entre le code HTML et le code JavaScript. Ici, j'ai dit que j'avais besoin de name. Et je veux l'initialiser côté JavaScript. En fait, on va justement utiliser notre objet scope, ici. Donc ce qu'on dit, c'est que dans le scope, on va mettre un attribut name qui aura la valeur yadj. Et pour utiliser le scope, en fait, on va l'injecter ici. Donc en faisant ça, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas un espace au nom du fichier contrôleur. Contrôleur espace s.js. Le nom de ton fichier. Quand tu l'as créé, j'ai l'impression que... Ah, effectivement. Il a reçu la qualité du test. C'est ça. Ok.
pas dit avant. Ouais. J'avais un doute, mais je me suis dit, je vais attendre qu'il teste. TDD. Oui, définir header contrôleur. Peut-être aussi. Effectivement. On peut définir que des contrôleurs qu'on déclare dans la page HTML. Donc là, je vais lui donner une autre valeur. Donc là, on a le même attribut name, situé dans deux contrôleurs, donc dans la page HTML, c'est bien distinct. Là, ça marche. Voilà. Là, je vais mettre à jour. Voilà. On est dans une partie du DOM où il n'y a pas de contrôleur associé. Oui. Le comportement vis-à-vis des variables et du scope, il est comment? Il y a un scope par défaut? Il n'y a pas de scope? Il y a un scope par défaut quand tu crées un NGA. C'est ce qu'on appelle le scope. C'est le scope parent de tous les scopes qui vont être créés en définition des NG contrôleurs. Ok, donc il y a un héritage de scope aussi. C'est ça. Tu as spoilé ma présentation. Alors, voilà, je vais vous montrer un peu le double data binding et comment on peut séparer la logique dans la page HTML. Si on passe à la page là où j'ai défini ma liste de films. Donc là, j'ai en dur la liste des films. Et on va faire la même technique. C'est-à-dire que tout ça, je ne veux pas. Donc je vais créer un ng controller. Je vais appeler movies controller. Je vais tout de suite l'ajouter ici. Et là ensuite, je vais mettre. Il y aura une collection de films. Voilà. Donc du coup, les données sont passées côté JavaScript, là où ils doivent être, même si c'est en dur pour l'instant. Et je vais afficher toute cette liste dans mon fichier, dans la partie HTML. Donc ici, ce qu'on veut, c'est répéter cet élément ERI et tout ce qu'il y a en dessous par élément dans la collection. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre l'attribut ngRepeat. Et je vais lui dire, itère-moi dans la collection movies, qui existe puisqu'on l'a mis dans le scope. Et ici, au lieu d'afficher en dur, je vais utiliser la même chose, je vais utiliser movie.title. Là, c'est pour montrer qu'en fait, la notation pointée pour accéder aux attributs, ça fonctionne. Je vais faire pareil pour tous les autres données. Et un truc que je vais faire, c'est que ici, j'ai mis en dur le nombre de films. Et comme on l'avait éliminé, je vais mettre movies.length pour mettre à jour dynamiquement. Hop, je passe à la page. Ça ne marche pas. C'est normal parce que je ne vais pas bootstrapper comme il faut. Parce que j'ai deux pages HTML qui sont différentes. Donc, voilà, j'ai ma liste de films. Du coup, côté HTML, j'ai quelque chose qui est clair, qui est.
on a cette liste de films et ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir ajouter des films supplémentaires. Donc je vais créer un bouton qui va m'ajouter un film. Qui connaît Bootstrap Tutor ici? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un framework CSS qui comporte une librairie de composants graphiques. Donc là, ce que je veux faire, en fait, c'est afficher un formulaire, c'est afficher un beau formulaire où je vais pouvoir ajouter mes films. Voilà. Donc ça, c'est juste un formulaire. Hein. Voilà. J'oublie d'importer la librairie Bootstrap Tutor. Voilà, j'importe jQuery et Bootstrap. Du coup, en appuyant sur le bouton ajouter, j'ai un beau formulaire qui apparaît. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dans AngularJS, c'est juste un composant Bootstrap Tutor. Et sur cette boîte de dialogue, je vais lui mettre un ng controller. Edit controller. Et ce que je vais faire, c'est, comme on a un bouton ajouter, je vais mettre un attribut ngClick pour lui dire appelle-moi la méthode addMovie pour ajouter un film. Et je vais passer en paramètre movie. Et pour lui dire où est-ce qu'il se trouve ce movie, en fait, je vais utiliser les différents inputs de ce formulaire pour créer les attributs de movie. Là, je vais utiliser ngModel. Et je vais dire que ça, la valeur, ça va être ngTitle. Donc ce que je vais saisir dans ce champ-là, ça va être l'attribut title de mon objet movie. Donc je fais la même chose pour les autres attributs. Voilà. Donc ngTitle, désir, etc. Voilà. Donc là, je vais créer la fonction addMovie. Donc comme j'ai créé un autre contrôleur, et pour créer une fonction, ça va être de cette manière-là. Du coup, ça veut dire que là, la fonction, elle sera valide que dans le edit controller. Elle ne sera pas accessible ailleurs. Donc, premier paramètre, j'ai mon movie. Et là, par exemple, je vais afficher movie.title. Du coup. Mais on peut, donc du coup, comme on a créé un objet movie dans le contrôleur, on peut y accéder via le scope. Et ce que je vais faire, c'est le réinitialiser ici. Donc quand j'ajoute un film, je vais mettre film 1. J'ajoute, ça affiche bien film 1. Et comme j'ai réinitialisé, la valeur est partie. Voilà. Mais ce qui nous intéresse en fait, c'est pas afficher ça en fait, c'est pouvoir rajouter dans la collection qui est ici, dans le scope movies. Sauf que comme on a défini dans deux contrôleurs différents, il ne peut pas y accéder au scope movie. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ici, scope.movies.push, ça c'est du JavaScript, c'est pour rajouter quelque chose dans une collection, dans la partie movie. Sauf qu'en faisant ça, ça ne va pas marcher. Et comme a spoilé monsieur, c'est que, effectivement, il y a une certaine hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a une relation parent-enfant, en fait. Prenons cet exemple-là, on a un ngController qui va englober deux ngControllers. Et donc, en faisant ça, en fait, il y a un système de scope. Il faut le visualiser comme ça, en fait, votre page HTML. On a un scope principal qui va englober deux scopes. Et celui-là, ils ont différents names, donc ils vont bien afficher des noms différents. Croyez-moi, s'il vous plaît. Et ici, en title, il ne va pas afficher quelque chose de vide, puisqu'en fait, s'il ne se trouve pas dans ce scope, il va remonter dans le scope parent. Donc, du coup, comme dans le scope parent il est défini, il va l'afficher.
Donc comment ça marche? Ça utilise le système de prototypage en JavaScript. C'est que s'il ne trouve pas, dans le scope courant, il va remonter dans le parent jusqu'au root scope qui est créé dans NGL. Donc, en sachant cela, pour remédier, pour ajouter notre film correctement, je vais juste déplacer ce bloc qui contient le ng controller ici, et je vais dire bah, c'est un fils de l'autre contrôleur. Et du coup, le scope de edit controller, il va pouvoir accéder à la collection de films. Et du coup là, ça va marcher. Démonstration. Les contrôleurs eux-mêmes, désolé, les contrôleurs eux-mêmes ils n'existent pas dans les scopes au-dessus, parce que sinon il y avait un autre moyen d'aller chercher le contrôleur. Donc, en remontant dans ton scope parent, tu vas trouver tes cousins, ou tes frères, enfin je veux dire, puisqu'ils existeraient dans le scope. Donc si on prend l'exemple là, tu as qu'est-ce que tu as à côté? Elite Controller, et tu as le fils de Movies Controller. Le fils de Movies Controller. Ouais. Mais dans Movies Controller, ouais. et puis lui-même se trouve dans le root scope. Root Controller. Ouais. Si tu laisses Movies Controller dans le Root Controller et Edit Controller aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen depuis, je suppose que non, c'est bon, oui, de remonter dans le s'ils sont frères, c'est ça, les contrôleurs frères? Lui demander vêtements, tiens, donne-moi l'ensemble des contrôleurs que tu connais toi, et de récupérer son frère. Il y a sûrement un moyen, sauf que ça va pas être comme ça, c'est pas comme ça qu'on va faire. Okay. En fait, je ne vais pas le montrer ici, mais il y a des systèmes d'event en fait. Je vais pouvoir dire dans un scope, je vais pouvoir émettre un événement qui va pouvoir être catché par un frère ou par n'importe quel contrôleur dans ta page. Okay. Bon, ça va être comme ça qu'on va plutôt communiquer entre contrôleurs. Pour montrer que ça marche, donc j'avais 4 films, là j'en ai 5, j'ai bien rajouté un film ici. Alors, oui, pourquoi ça marche pas? Ça me fait tout un coup. Scope movies.push. Movie, c'est ça. Ah non, si, c'est parce que j'ai rien saisi, j'ai juste saisi le film ici, film. Voilà. En fait, j'aurais pu créer tout ça dans un même contrôleur, mais c'est juste à titre pédagogique. Vous montrer ça. Alors, on a des données qui sont dures côté JavaScript, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir les récupérer d'un backend. Donc pour cela, on n'a pas besoin de jQuery. Parce qu'en fait, Angular nous fournit un service qu'on appelle $HTTP, qui va nous permettre de communiquer avec un backend. Donc c'est un service injectable, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'injecter là où j'en ai besoin dans mes contrôleurs, comme le scope. Donc en injectant ici, je vais pouvoir accéder en faisant http.get.post, tous les là, qui va prendre une URL et des options diverses. Et en fait, il va nous retourner en fait des callbacks, mais ce ne sont pas des callbacks, ce sont des promesses en fait. Donc en cas de succès, bah, je vais faire quelque chose, et en cas d'erreur, je vais faire telle chose. Démonstration. Alors, j'ai un backend qui expose des services REST via cette adresse. Donc là, je retourne ma collection de films, hein, et mon but c'est de récupérer ces films. Donc ça, j'en veux plus. Je vais faire un $http.get server API movies et success. Je récupère la data ici. Et là, je vais pouvoir dire scope.movies égale data.movies. Voilà, là j'ai récupéré ma liste de films. Je n'oublie pas de l'injecter ici. Et donc, on voit bien que j'ai plus de films. J'ai 9 films. Je récupère bien les données du backend. Et on va faire pareil pour le post. Point post. Premier paramètre, c'est l'URL.
et je lui envoie la donnée qui est movie. Et pareil, même mécanisme success. En cas de succès, je vais rajouter mon film côté IHM. Je ne veux pas l'injecter. Donc, incrémentation direct, en live, 10. Le film est ajouté juste ici. Et si je rafraîchis ma page, il n'y a pas d'arnaque. J'ai bien fait un post. Donc j'ai bien rajouté côté backend mon film. Donc voilà comment on communique avec un backend. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas top, c'est que j'ai deux fichiers HTML. Et en fait, pour passer un fichier HTML à l'autre, j'indique le fichier HTML en fait. Et quand on est dans une typologie d'application qui est multi-page, chaque page est en fait renvoyée par le serveur, quand on fait du Struts ou du Spring, etc. Donc ça, c'est pas ce que Angular promouvoit. Il promouvoit plutôt ça sert plutôt à faire des applications dites single page. C'est-à-dire qu'en fait, que la navigation se fait côté client. Donc on a une page telle que celle-ci où on a des portions qui sont communes à toutes les pages. Des footers, des headers, des barres latérales de navigation. Et là, je vais pouvoir dire, quand je fais un /home, je veux afficher ce composant-là. Et que quand je fais un /movies, j'affiche une autre page. Mais je garde quand même le menu. Et en mettant le hashmag, en fait, ça va empêcher d'aller faire un aller-retour côté serveur. Et par exemple ici, en faisant movies edit, je vais pouvoir aller à l'IHM qui va permettre d'éditer le film d'IT1. Donc, du coup, en fait, la navigation est vraiment côté client-side, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de page, cliquer sur un menu, il n'y a pas d'aller-retour côté serveur pour rapatrier une autre page HTML. Côté user, ça veut dire qu'il n'y a pas un full reload de ta page. Donc du coup, c'est que la page centrale qui va être mise à jour. Donc pour faire ça, en fait, AngularJS va nous fournir un route provider où on va pouvoir lui configurer ces routes-là et lui dire when j'ai cette URL-là, quand j'ai cette URL-là, tu vas me récupérer le template associé et tu vas lui affecter un contrôleur. Et pareil pour les autres routes. Et tu peux dire ensuite, sinon, si je connais aucune route, par défaut, tu vas m'afficher la route 1. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est éliminer l'autre fichier HTML. Pour cela, j'ai besoin de créer mes fichiers HTML pour les parties qui sont dynamiques. Et dans Home, en fait, je vais prendre la partie qui change, en fait. C'est cette partie-là. Je vais dire... et l'autre, c'est Movies. Du coup, dans Movie List, je vais prendre la partie qui change. Voilà. Je mets à jour les scripts dans l'index. Et du coup, on a deux pages qui sont identiques, et celui-là, j'en ai plus besoin. Du coup, là, j'ai qu'une seule page HTML. Ça veut dire que quand tu vas démarrer ton application, il y a juste une première requête qui va récupérer ce fichier HTML qui va embarquer en fait tous tes fichiers JavaScript, tes librairies, tes contrôleurs, tout ça. Et tout ça, ça va pouvoir fonctionner sur ton navigateur sans faire un aller-retour côté serveur. Donc voilà, là je vais configurer mes routes. Pareil, je récupère le module, je vais faire un point config. Donc là, je lui injecte le route provider,
ce dont j'ai besoin pour configurer. Et là, je configure comme je vous l'ai montré. Donc quand je suis à Home, je récupère les fichiers HTML et je vais lui affecter par défaut ce contrôleur-là. Et là, une question qui se pose, c'est dans ma page index, où est-ce que je vais pouvoir lui dire quelle est la partie qui change? Ben, très simplement de manière déclarative, je vais dire, mettant ngView. Ça va dire que quand je change de route, en fait, le HTML il va s'insérer dans cette partie-là. Donc, si je mets un truc qu'il ne connaît pas, par défaut il m'amène vers Home, et ouais, j'ai pas changé les URL, donc ça c'est plus valable. Je peux mettre des routes qui ont plus de sens. Hop, movies. Voilà, je change. Donc j'ai une navigation, et à chaque fois je ne vais pas récupérer de fichier HTML, il n'y a pas de full reload en fait. Donc voilà. Donc, si au cours de la présentation vous sentez l'envie d'applaudir, surtout n'hésitez pas. Petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est suffisant pour faire des applications simples type CRUD, très dynamiques, de manière très rapide, comme vous venez de voir. J'ai même pas écrit, j'ai pas beaucoup écrit de JavaScript. Tout ça grâce au double data binding d'AngularJS. Ou grâce au scope, on pourra dire que c'est la seule source de vérité du modèle. Oui. J'ai fait un peu d'Angular et il me semblait que le scope, dans une fonction, il ne fallait pas l'utiliser, il fallait plutôt utiliser list. Dans une fonction? Si on fait scope.anomali, ouais. Dans la fonction, la notion de scope n'est plus forcément valable, et que ce qui fait foi, c'est list. Ok. D'accord. Après, c'est peut-être. Dans la majorité des cas, le scope marche, mais dans certains cas, genre quand on fait des événements. Effectivement, pour les événements, oui, je suis d'accord. Le vis, lui, au moins, il fonctionne toujours. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, grâce au double data binding, on considère en fait que 60 à 80% d'une application web, qui si jamais est développée que en JavaScript, il va comporter, le code de manipulation de DOM va représenter 60 à 80% de votre code applicatif. Avec AngularJS, vous allez pouvoir éliminer tout ce code et pouvoir vraiment vous concentrer sur votre valeur métier. Quoi. Vous n'allez pas passer votre temps à requêter des choses, mettre à jour, mettre des events, etc. Un deuxième truc vraiment bien, c'est le respect du MVC. On a vu que le modèle, c'était juste un simple objet JavaScript, contrairement à d'autres frameworks JavaScript, où il n'y a pas de modèle à étendre, il n'y a pas d'objet à étendre. On ne veut pas essayer d'imiter en fait, comme en Java, la programmation orientée objet. La vue, c'est du HTML qui est valide. C'est-à-dire qu'à aucun moment je vais utiliser un moteur de templating qui est string-based, c'est-à-dire que j'écris du string, c'est-à-dire HTML, etc. en string, qui du coup ne va pas être, qui peut comporter des erreurs, et je mélange avec des données, et c'est ensuite que je vais mettre cette page dans le browser. Ici c'est tout de suite du HTML valide. Ça veut dire que dans votre navigateur, vous allez pouvoir avoir de l'autocomplétion, la remontée d'erreurs, etc. Et le contrôleur, c'est juste une fonction JavaScript en fait. Donc, modèle simple objet JavaScript, la vue c'est le HTML, et toute votre logique se situe dans la partie JavaScript, dans une fonction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un des gros points noirs de JavaScript, c'est la pollution de l'espace global. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un truc, j'ai un risque d'aller polluer l'espace global, et il y a des risques de collision en fait. Ici, grâce à AngularJS, je définis bien
des parties qui sont encapsulées, qui ne vont pas aller écraser une variable de l'autre. Et du coup, à aucun moment, quand je crée une fonction, je vais aller le faire dans l'espace global. Alors attention, quand vous allez lire la documentation AngularJS, vous allez souvent voir qu'ils mettent juste en fait une fonction sans cette partie-là. Ils vont juste mettre une fonction JavaScript dans les exemples, mais c'est pour un peu alléger les explications. Mais la bonne pratique, c'est de faire de cette manière-là. Parce que si on crée des fonctions comme ça dans l'espace global, du coup, c'est mal. On pollue l'espace global. Voilà. Et ensuite, grâce à AngularJS, on va pouvoir faire de manière très rapide des applications de type single page, c'est-à-dire que la navigation est côté client. Le templating, elle se fait plus côté serveur. Le serveur, il fait plus de templating. Et ce type d'application, en fait, ne dépend pas du back-end. C'est-à-dire que tu peux avoir un back-end Spring, un back-end, je sais pas quoi, PHP, etc. Et en fait, ce qui transite entre le back-end et ton application single page, c'est des données en format JSON sur HTTP. Donc il faut une web API qui expose des services REST idéalement. Voilà. Donc toute cette partie-là, si vous voulez monter en compétence sur cette partie-là, c'est très rapide, c'est très facile à comprendre. Et là, on va basculer dans une partie un peu plus avancée. Combien de temps il me reste? Est-ce que vous êtes prêts à rester au bout de la nuit? Ah, c'est ça, c'est fini? On a cette notion de service, tel que Scope et HTTP. Et donc AngularJS va nous permettre de créer nos propres services. Donc ça se fait de cette manière-là, avec MyModule service, nom du service. Les autres services dont tu vas dépendre, et tu vas pouvoir l'injecter dans ton contrôleur de cette manière-là. Donc dans mon exemple, où est-ce que ça a un sens? C'est qu'ici, je ne vais pas écrire, à chaque fois que je vais taper dans mon backend, je ne vais pas écrire ça à chaque fois. Et ce que je veux, c'est plutôt quelque chose comme ça. Je vais faire movie.create. Je passe movie. Ici, je fais un movie.fetch. Donc là, je vais créer mon service. Donc je vais dans module.service. Le nom du service, c'est movie, par exemple. Je sais que j'aurai besoin du $HTTP. Donc là, je vais créer ma variable qui va contenir l'URL. Donc ça, c'est une variable du coup qui est privée, private, qui est propre au service. Et je vais pouvoir retourner une API. Donc, du coup, je fais fetch. Et ça, je retourne en fait mon $http.get. La data ici. Donc là, c'est la partie qui est privée, et j'expose en fait deux méthodes fetch et create. Du coup, je vais pouvoir dire, je vais pouvoir faire un movie create et movie fetch. Et je n'oublie pas de l'injecter ici. Donc ça va marcher. Pas le temps que vous me croyez. Et l'intérêt en fait, c'est de pouvoir créer des services qui sont réutilisés à plusieurs endroits dans le contrôleur. Ça peut être des services utilitaires, des fonctions utilitaires, etc.
Alors, un truc qui a peut-être titillé, c'est j'affiche des données brutes ici, qui n'ont pas de sens pour l'utilisateur final. J'affiche une date qui n'est pas formatée. Je suis censé afficher un prix, mais c'est en fait une notation, c'est un float en JavaScript. Et donc, pour ça, AngularJS nous permet d'avoir cette notion de filtre. En fait, un filtre, ça sert à formater, convertir, filtrer, transformer la donnée. Par exemple, ici, on peut avoir un hello et on peut le mettre en majuscule. On peut avoir un timestamp, on peut le formater dans une date correcte. On peut avoir une valeur en float et on peut dire que c'est en fait une monnaie avec la devise derrière. On peut avoir aussi une collection ou que l'on veut trier par ordre alphabétique, ou une liste de courses qu'on veut filtrer par ordre d'urgence. Donc en gros, c'est transformer la donnée avant de l'afficher à l'utilisateur. Donc comment on utilise ça en fait? Je vais le faire plutôt en démo. Donc en HTML, dans la partie Movies, je vais directement attaquer là où la donnée est affichée. Et en fait, je vais utiliser une notation pipe. Donc là, c'est comme ça que je vais définir un filtre. Et après, je lui donne le nom d'un filtre. Et AngularJS, en fait, fournit pas mal de filtres, tels que date, currency, uppercase, etc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un truc AngularJS. Donc si je rafraîchis, là, j'affiche une date qui est beaucoup plus lisible pour l'instant. Voilà. Et côté prix, pareil, je vais utiliser un filtre currency qui est fourni par AngularJS. Et il m'affiche correctement les choses, c'est-à-dire avec une devise dollar. Sauf qu'on n'est pas en Amérique, on est en France. Alors, je viens de Paris. Et en fait, dans AngularJS, en plus c'est filmé, ça va passer aux actions. J'ai la possibilité d'importer des fichiers supplémentaires qui vont comporter les devises, les dates, les mois, etc. de chaque pays. Donc en fait, là on a pour la France, et il y a pour l'Angleterre, etc., pour la Chine, etc. Donc là, si je rafraîchis, j'ai bien 1er avril, 13 juin, avec devise en euros, avec la virgule à la place du point. Donc c'est formaté correctement. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour les filtres, on peut lui donner des arguments supplémentaires. Par exemple, ici, je peux lui donner le format de la date. Je veux dire que c'est un full date, par exemple. Du coup, là, il va m'afficher la date entière avec le jour, lundi, 1er avril 2013. Et currency, je vais pouvoir lui donner la devise également. Voilà pour les filtres. Imaginons qu'on veuille filtrer sur la liste des films. C'est-à-dire que... hop. Non, c'est pas ça. Donc là, j'ai rajouté un champ de saisie avec 2 boutons trier par année et trier par titre. Et là, je veux que quand je tape, j'affiche seulement les films qui vont correspondre à ce que je vais taper. Donc je laisse 5 secondes pour réfléchir à comment vous allez le faire en Java ou en JavaScript, n'importe. Le temps que je formate. Donc là, je vais utiliser un filtre AngularJS qui s'appelle filter. Filtre-moi dans tous les items de la collection et dans tous les attributs de chaque item, tu vas me rechercher la valeur avatar. Si je réfléchis, j'obtiens que avatar. Donc en fait, le premier argument, c'est un string. Mais je ne veux pas que ce soit avatar tout le temps. Donc je vais mettre une variable, search. Et cette variable, comme vous l'avez pu le deviner, je vais mettre un ngModel ici. Donc je vais dire que tout ce que je vais saisir dans input va mettre à jour dynamiquement search, qui va du coup, grâce au data binding, pouvoir agir sur le filtre. Donc démonstration, je tape au fur et à mesure.
se met à jour directement. Avatar, si vous aimez le Kung Fu, celui-là, je vous conseille. Voilà. Et normalement, vous sentez le besoin d'applaudir. Alors, pour trier, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les filtres peuvent être chaînés. C'est-à-dire que là, je peux appliquer un deuxième filtre par derrière. Et par derrière, je vais appliquer le filtre OrderBy, qui est un filtre fourni par AngularJS. Le premier argument, ça va être l'attribut de l'objet. Par exemple, le titre, etc., etc. Sauf que là, je vais mettre plutôt une variable que je vais nommer tri. Et je veux que quand je clique sur le bouton année, je veux que tri vaut release year, l'attribut release year. Et que quand je clique sur title, ça vaut title. Ngclick. Là, je dis tri égale la string release year. Ngclick. Tri égale title. Donc, en mettant juste ça, j'ai implémenté une fonction de tri. Voilà. Mais là, il y a un problème, c'est que quand je clique plusieurs fois, ce que j'aimerais bien, c'est faire inverse, ascendant, descendant. Il n'y a pas de souci. J'ai un deuxième argument ici qui permet de dire ascendant ou descendant. C'est un booléen en fait. Et du coup, à chaque fois que je vais cliquer, je vais dire ça vaut l'inverse. Donc au début c'est fausse ou true, et quand je clique, ça prend l'inverse. Donc à chaque fois que je clique, je trie bien par année 2011, 2010, 2010, et par titre, voilà. Donc j'ai même pas besoin d'aller récupérer une librairie jQuery qui fait ce truc. Juste de manière déclarative, vous pouvez le faire. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je veux, comment faire si je veux créer mes propres filtres? Imaginons ici, je ne veux pas afficher 3, parce que c'est moche, et je veux faire comme Halluciné, je veux afficher des étoiles. Et bien je vais créer mon propre filtre. Script. Bon, je le mets direct parce que pour gagner du temps. En gros, pareil, AngularJS, le module plus filter, c'est une factory. Premier paramètre, c'est le nom de votre filtre. Et ensuite, une fonction, vous pouvez mettre les dépendances. Et ensuite, vous devez retourner une autre fonction où le premier argument, ça va être là où vous avez affecté le filtre. Par exemple, si j'affecte sur title, là, ça va être la valeur de title. Et là, je retourne la chose qui est transformée. Et là, par exemple, là, j'ai mis des caractères Unicode pour des étoiles. Donc si j'ai 1 ici, un star de 1, ça va renvoyer une seule étoile. Okay. Ah oui. Donc, ici, je vais dire, applique-moi le filtre start. Je dis que je les étoiles. Alors, dans le même genre, ici, quand j'ai ajouté un film, j'ai pas d'image. C'est pas beau. J'ai créé un autre film, un autre filtre, qui en fait va m'afficher une image par défaut si jamais j'ai rien. Là. Du coup, je l'applique sur le poster ici, là où j'affiche l'image. Et j'applique mon filtre poster. Quand je rafraîchis, si j'ai rien, j'affiche cette image-là par défaut. Donc vous voyez comment de manière déclarative, on peut agir directement dans le fichier HTML et
c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus lisible que d'écrire tout ce code JavaScript à côté dans tes fichiers JavaScript, quoi. Là, tu lis ton truc, tu dis, ben, j'ai ma donnée post-dir, il y a un filtre post-dir qui est appliqué dessus. Et si je veux comprendre vraiment ce que ça fait post-dir, ben, je sais que ça va être dans un fichier filter. Voilà. Et je finis par une dernière chose, c'est les directives. Ça, c'est la puissance ultime d'AngularJS. C'est en fait pour étendre le langage HTML et pour créer tes propres composants HTML réutilisables. Là, on en a vu un certain nombre, comme ngModel, ngClick, ng... je ne vais pas montrer ça. Et ça permet en gros d'afficher quelque chose en fonction d'un booléen dans ta page HTML. Ici, tu as les switches, tu as ngRepeat qui est très utile. Je voulais faire une démo de ngSwitch, mais j'ai pas le temps, à moins que vous le vouliez. Donc je vous ai dit, ça sert à créer des composants réutilisables. Donc les directives, je peux l'utiliser de plusieurs manières en fait. Soit en tant qu'attribut, soit en tant que nouveau tag HTML, soit dans une classe, soit même dans un commentaire. Donc ça, c'est différentes utilisations possibles. Imaginons qu'on ait ce composant-là, un composant d'onglet. Dans ta page HTML, tu vas voir quelque chose comme ça en fait. En général, tu vas faire plutôt un UL avec des LI. Pour chaque LI, tu auras un onglet et tu vas lui donner une classe pour mettre bien comme il faut. Mais en lisant ça, en fait, et avec un lien pour chaque titre de l'onglet. Quand je clique, ben, ça fasse une action, ça m'amène un démarrage. Mais là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'entuber HTML. C'est-à-dire qu'en faisant ça, ben, on ne voit pas tout de suite que c'est un onglet, quoi. Alors qu'on préfère avoir quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus lisible. C'est un composant tabs, et dans tabs, j'ai des panneaux. Et pour chaque panneau, j'ai un attribut titre qui est... j'ai un attribut titre. Et je peux rajouter un attribut active pour dire quelle table est active. Et à l'intérieur, bah, c'est le contenu. Donc en lisant ça, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus parlant. Donc AngularJS va vous permettre en fait de créer ce genre de tag et des attributs comme ça pour créer des composants réutilisables. Donc vous pouvez créer vos propres composants, calendar, progress bar, dialog, date picker, etc. Et pas une imbrication de div avec le côté imbrication. Donc bien sûr, AngularJS va vous permettre de créer vos propres composants, mais par contre, ça c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut maîtriser en fait le scope et le cycle de vie d'un scope. Les linking functions, la compilation, la restriction, la transclusion. Donc, tout ça, quand vous allez lire la doc en fait en AngularJS, vous allez se faire cette tête-là. Et vraiment parce que quand vous faites une première passe, vous ne pigez pas tout de suite. En fait, il faut faire 3-4 passes. Et c'est difficile à maîtriser en fait. Et c'est pour ça c'est très puissant, mais il faut de la maîtrise. Donc là, normalement, il y a une démo où je ne montre pas comment créer, parce que je vais tous vous perdre si je me lance dans les explications. Je voulais vous montrer comment on peut l'utiliser, à quoi ça peut servir. Donc, pour conclure, pourquoi AngularJS? Beaucoup moins de code à écrire grâce au data binding bidirectionnel. On peut modulariser son code, avoir de l'encapsulation, ne pas polluer l'espace global grâce aux modules, aux services qui sont injectables, contrôlables. AngularJS peut être actif sur une portion de ta page HTML, c'est-à-dire que ce n'est pas un framework où tu prends tout Angular ou rien, quoi. Tu peux dire, je veux juste un petit peu d'Angular sur cette portion de ma page. Donc ça peut très bien s'appliquer sur des projets existants, de type multipage. Et dans chaque page, en fait, vous mettez juste un petit module pour avoir un peu de trucs dynamiques, de trucs plus réactifs. Vous pouvez créer vos propres composants réutilisables. Donc imaginez que vous ayez un module avec que des composants graphiques, bien documentés, bien testés, etc., que vous pourrez partager dans tous vos projets, en l'injectant là où j'ai déclaré mon module, dans l'arrêt vide, là où vous pouvez créer les dépendances, mettre les dépendances dans un autre module.
Les développements sont quand même guidés. Je n'ai pas à réfléchir à quel code je crée, où est-ce que je mets où. Donc j'ai toujours des fichiers contrôleurs, directives, filters, services. Donc ça marche bien pour des typologies d'applications de petites à moyennes, mais pour des applications qui sont gigantesques, on réfléchira à un autre type d'application, d'autres types d'organisation, plutôt par domaine. Par exemple, là j'ai facture, et dedans dossier facture, j'aurai contrôleur, filter, etc. C'est un framework qui promeut les tests unitaires. Je n'ai pas le temps de vous montrer, j'aurais pu faire du TDD, mais j'ai malheureusement qu'une heure. L'API est bien documentée pour certains aspects. La doc AngularJS est vraiment bien faite. Il y a une partie qui explique les concepts et il y a une API, une autre partie qui explique vraiment en détail les API. Et ce qui est génial, c'est le tutoriel pour débuter, pour découvrir AngularJS. C'est par là que je suis passé et c'est par là que j'ai découvert que c'est magnifique. Donc si vous voulez un point d'entrée vraiment, c'est commencer par le tutoriel officiel. Les difficultés, c'est que la documentation est pauvre sur certains aspects, il y a certains aspects qui manquent. L'écriture des directives qui peut être compliquée, il faut maîtriser tout ça, donc c'est pas tout de suite accessible quand vous allez monter en compétence sur Angular, mais ça sera la récompense de vos efforts d'avoir investigué sur ce framework. Et un autre truc, c'est que cette magie, ce data binding bidirectionnel, ça marche que si vous êtes dans un monde AngularJS, c'est-à-dire que si votre code est géré par le framework AngularJS. Si jamais il y a un événement qui se passe ailleurs, par exemple dans un timeout JavaScript ou dans un callback d'une requête jQuery, eh ben ça va mettre à jour quelque chose, sauf qu'Angular ne va pas le détecter. Et il faut faire manuellement en utilisation scope.apply pour dire hey Angular, il y a quelque chose qui s'est passé là, mets à jour tes données s'il te plaît. Et l'intégration des librairies qui existent sur le marché, jQuery, UI, Kendo UI, etc., ça peut être problématique. Parce que, comme on vient de voir, c'est le composant jQuery qui est en dehors du monde AngularJS. La question qui se pose, c'est est-ce que je la transforme en directive? C'est-à-dire que je réutilise cette librairie-là, c'est-à-dire le composant.datapicker, mais je le wrap dans une directive pour pouvoir l'utiliser comme une directive, ou carrément je recrée une directive. Ce qui peut être plus rapide et contenir beaucoup moins de code qu'un plugin jQuery. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un plugin jQuery. Voilà. Donc là, je vais vous parler un peu de l'écosystème autour d'Angular. Il y a une extension Chrome qui va vous permettre de débugger vos applications. Va vous permettre de mettre des rectangles pour définir les scopes, où est-ce qu'il y a du data binding, etc. Donc ça s'appelle Batarang. Voilà. On a Yoman, qui dans l'outil Yo qui va permettre de générer des templates de projets. Vous pouvez facilement générer des templates AngularJS, c'est-à-dire votre structure de fichier, mais également créer un fil, créer un service avec tout le code que j'ai tapé. Donc tout ça en ligne de commande, vous faites yo create, un truc comme ça, create Angular directive. Il y a tout le code au corps qui va se créer et même vous créer vos tests. Je continue quand même. Karma, vous êtes tous d'accord. Karma, en fait, c'est un ensemble de tests qui est créé par. Je vais chercher une part de pizza. Ça vaut plus qu'une pizza. Karma, qui est en fait un test runner créé par les équipes d'AngularJS, donc très utilisé pour tester le framework Angular lui-même. C'est un test runner qui va permettre de lancer plusieurs navigateurs en même temps. Donc, si vous voulez tester sur Chrome, Firefox, ils vont lancer tous vos tests sur plusieurs navigateurs en même temps. Et surtout, en fait, dès que vous... Il y a du live reload, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez modifier votre code source ou vos tests unitaires, ça va relancer les tests automatiquement. Un peu comme, je ne sais plus quel plugin dans Eclipse pour les javalistes. Infinitest, je crois. Voilà, en plus, ça fait du code coverage. Pour IntelliJ et WebStorm, il y a un plugin AngularJS où vous allez pouvoir faire de l'autocomplétion dans HTML, faire du ngClick, tout ça, il y a l'autocomplétion. Et
y a des templates magiques, comme j'en ai fait un peu beaucoup ici, là, qui vont permettre de créer des directives, des modules, etc. Donc voilà. Donc, dans la communauté, il y a des personnes qui ont commencé à wrapper les composants jQuery dans des directives AngularJS, projet Angular UI. Et un autre gars, Olivier Louvine, qui est français, qui a wrappé les composants Bootstrap Tutor dans des directives AngularJS. Là, le modèle, j'aurais pu ne pas utiliser le modèle que j'ai créé de jQuery, mais directement utiliser celui-là. C'est pas moi. Une liste de ressources, tutoriel officiel, la chaîne YouTube où il y a beaucoup de tutoriels de vidéos, ce blog qui a des articles de qualité. Il y a un site AngularFR tenu par Thierry Châtel où il y a pas mal d'articles dessus également. Pareil pour Sébastien Letellier. Sur ce site, il y a plein de vidéos réalisées par John Lindquist, qui est celui qui a fait le plugin pour WebStorm IntelliJ. Il y a beaucoup de vidéos très courtes qui expliquent vraiment en détail les concepts AngularJS. Il y a bien sûr la communauté Google Plus française AngularJS. Et à Paris, on a créé le premier meet-up français, je pense, de France, destiné à AngularJS. Donc vous avez accès à mon code et à mes slides, et je vous remercie de votre attention.